Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour ce premier webinaire de la communauté Santé des femmes by Barnabé.io. Merci d'être là. On va vous laisser quelques minutes pour arriver. Vous êtes déjà nombreuses et nombreux. Vous étiez très nombreuses effectivement à vous inscrire. Nous vous remercions du fond du cœur. J'ai le sentiment que c'est le début d'une belle aventure tous ensemble. Je suis Céline de la Salle, la cofondatrice de Barnabé.io et de cette nouvelle communauté Santé des femmes. Donc quelques mots déjà sur qu'est-ce que c'est que Barnabé.io. C'est une jeune start-up qui a été créée en 2020 et qui a pour monde idéal un monde où la prévention et l'éducation à la santé seraient pleinement intégrées dans nos vies quotidiennes pour qu'on puisse agir chacun et chacune pour notre santé au jour le jour. Nous avons 3 missions, vous sensibiliser, vous orienter et vous accompagner, notamment les femmes, faciliter la mise en œuvre de parcours de santé efficients et également aider les professionnels de santé du secteur à réaliser leur mission de prévention et d'éducation à la santé. Nous avons lancé cette communauté des femmes assez récemment et donc c'est avec un immense plaisir que aujourd'hui, en cette journée mondiale de la ménopause, nous lançons ce premier événement ménopausée et en bonne santé. Pour celles qui nous rejoignent, donc je suis Céline de la Salle et je vais vous présenter nos invités du jour. Donc Pierre-François Secaldi, professeur en gynécologie obstétrique. Tu étais ancien chef de service à l'hôpital Beaujon pendant 14 ans et tu exerces depuis peu à l'hôpital Foch dans le service du professeur Jean-Marc Ayoub, qui est notamment connu pour avoir pratiqué la première greffe utérine et le suivi de grossesse après 40 ans. Tu es partenaire de longue date de Barnabé.io et particulièrement attaché au sujet de la santé des femmes tout au long de la vie. Tu es également directeur adjoint de la plateforme de simulation santé Illumins à Paris Diderot et chroniqueur régulier dans leur émission Pour une meilleure santé. Merci Pierre-François d'être avec nous aujourd'hui. Marie-Ève Cochonreau, vous êtes médecin généraliste depuis 2003, également diplômée d'un DU en gynécologie obstétrique. Vous accompagnez les femmes tout au long de leur vie et de leur santé, de la puberté à la ménopause et sur leurs problématiques de santé gynécologique. Vous êtes également partenaire de notre communauté Santé des femmes de Barnabé.io. Merci beaucoup d'être là également, Marie-Ève. Et enfin, je vous présente Caroline Depeau. Caroline, vous êtes docteure en sociologie, directrice de l'URPS Médecins Hauts-de-France et chercheuse associée au CLERS. Vous êtes également autrice d'un livre qui s'appelle La santé des femmes, comprendre les enjeux et agir. Et merci beaucoup de nous apporter aujourd'hui également vos lumières sur ce sujet passionnant. C'est un plaisir. Je vous présente également Manon Nougier qui fait partie de l'équipe de Barnabé et qui est responsable de la communication et de la communauté. Alors, je vais vous présenter, que j'aurais peut-être dû faire avant d'ailleurs, une petite présentation. Hop, voilà. Donc, voilà nos intervenants. Et donc, on va commencer dans le vif du sujet aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle de santé des femmes et on parle de ménopause en cette journée mondiale de la ménopause. Et nous allons commencer avec vous, Caroline, pour comprendre déjà pourquoi on parle de santé des femmes. Oui, tout à fait. Alors, je pense qu'on peut répondre. Je vois qu'il y a une question dans le chat qui demande s'il y aura le support visuel après l'intervention. Je pense que vous le mettrez à dispo. Enfin, voilà. Tout à fait. Et puis, voilà, vu que vous étiez nombreuses à vous être inscrits, on s'est dit que ce serait bien d'avoir une interactivité malgré tout avec vous. Et donc, on s'est dit que ce serait intéressant de partager avec vous une petite animation via un système qui s'appelle WooClap pour avoir un peu votre point de vue sur quand on vous dit santé des femmes, quels sont les mots qui vous viennent en tête, histoire qu'on puisse s'appuyer sur vos idées. Et donc, pour pouvoir le faire, on vous demande un défi ultime, à savoir de vous connecter
sur donc un système qui s'appelle WooClap. Donc, vous pouvez ou avec votre téléphone portable flasher le QR code, ce qui est peut-être le plus facile. Comme ça vous permet de garder toujours si vous avez un écran d'ordi devant l'ordi. Sinon, vous pouvez aussi copier-coller. Je pense qu'on le met dans le chat, c'est ça, Oui, le ça QR y code est, et le lien? le lien est Voilà. dans le chat. Sinon, vous pouvez prendre le lien, ouvrir une autre fenêtre et puis le mettre dedans pour vous connecter. Là, on voit d'ailleurs, vous êtes déjà 24 à être connectés, donc on va vous laisser un petit peu le temps. Et pour ceux qui n'auraient que des SMS, c'est aussi possible. Dans ces cas-là, vous avez votre téléphone et vous pouvez envoyer les mots au 06 44 60 96 62 et ça s'affiche. Voilà. Donc, j'espère que j'étais assez claire sur l'utilisation. Et voilà, on vous laisse un petit peu de temps de connexion. En tout cas, vous êtes plutôt efficace parce que vous êtes déjà 42 à être connectés. Donc voilà, en sachant que l'idée, c'est tout ce qui vous vient par la tête quand on parle de santé des femmes de manière libre. Vous pouvez mettre plusieurs mots et normalement, je ne sais pas, mais vous pourrez peut-être aimer les mots que les autres ont mis. Comme ça, si c'est un mot qui vous parle, vous pourrez dire je le valide aussi et ça permet de les faire ressortir pour savoir que c'est des choses qui vous semblent importantes. Du coup, est-ce que je vois qu'il y en a 52 qui sont. Est-ce que de toute façon, vu que c'est dans le chat, on peut commencer? Ça marche. Eh ben, allez-y, mesdames, messieurs, s'il y en a, en dehors des écrans. Vous êtes les bienvenus. C'est votre moment de vous exprimer. En tout cas, ça marche vachement bien. On voit une flopée de mots là. Ouais, c'est ça. C'est joli, hein, en plus. Voilà, l'avantage, c'est qu'on voit aussi que dans les choses qu'on a prévu de se dire pendant cette pause de midi, ça devrait être dans le programme. On va parler de gynécologie, on va parler d'hormones, on va parler d'équilibre, on va parler de santé physique. Voilà. Moi, je vais essayer aussi de vous parler un peu, en effet, d'inégalité homme-femme sur le sujet. Donc, on va attendre que le nuage se calme un peu pour pouvoir le voir sortir. Beaucoup d'idées, beaucoup d'évocations. Il y a la notion de bien-être physique qui est sortie. La notion d'humeur aussi. Ouais. Vu qu'on parle de ménopause, en effet, je pense que la notion de troubles de l'humeur ou même dans les archétypes des femmes avec les censés cycles qui feraient qu'on serait susceptible ou pas. La notion de prévention. Ouais. L'épanouissement. De charge mentale qui sort aussi. Ça, c'est pour Caroline, ça. C'est là. Alors, je dirais bien que c'est pour toutes les femmes, malheureusement, la charge mentale. Oui. Tu as bien raison. C'est pour ça que je te lance la perche. On va en parler. Donc moi, en attendant aussi, moi j'aurai 2 interventions. Donc la charge mentale, c'est plutôt dans la deuxième partie. Donc vous inquiétez pas si j'en parle pas tout de suite, c'est tout à fait normal. Mais évidemment bien en tête pour vous en reparler après. Et il y a pas mal aussi pour le coup d'items médicaux qui sont en train de sortir sur aussi cancer et stress où il peut des fois y avoir des questions qui se posent sur est-ce qu'il y a la question des bouffées de chaleur cardiovasculaire aussi. Ouais. Il y a la fatigue chronique que j'ai vu aussi passer, tout ce qui est alimentation. Ostéoporose. Ouais, sueur nocturne. Toutes les manifestations joyeuses du changement de vie. Et puis, peut-être dire que si tout n'est pas développé maintenant, ce sera peut-être l'occasion avec Barnabé, avec l'équipe aussi, de développer des choses qui vous intéressent dans des canaux spécifiques, que ce soit bien sûr la nutrition, la santé personnelle, mais peut-être aussi au niveau du couple, enfin tout un tas de choses aussi. Le cardiovasculaire, parce que particulièrement. On espère vous frustrer en fait sur ce webinaire, se dire mince, c'est trop court, parce qu'en effet, Barnabé, vous avez tout un cycle, je crois que vous à proposer. Vous nous donnez du travail là, Pierre-François et Caroline. C'est ça. Ça veut dire que c'est utile. Ouais, non, tout à fait. Voilà. C'est la mission qu'on se donne de pouvoir traiter un maximum de sujets qui vous sont utiles. Voilà. Donc voilà, quand on parle de santé des femmes, pardon.
Non, et peut-être dire, c'est parce que c'est aussi, en toute franchise, et Marie-Ève le dira peut-être comme moi, mais c'est parce que ce sont des choses qu'on n'a pas le temps d'aborder aussi au moment de la consultation. Et aussi, c'est pour ça que d'où l'importance de ces webinaires, c'est d'assurer dans la continuité, soit des questions auxquelles on n'avait pas pensé et poser le jour J lorsqu'on voit un consultant, ou l'inverse, prolonger une consultation sur laquelle on n'a pas eu le temps de poser ces questions-là. Vous aidez aussi à poser la question au consultant, Ouais. ce qui lui permettra de vous répondre. Ouais, d'oser libérer la parole. Ça, en effet, je pense que s'il y a quelque chose qu'on peut essayer d'avoir envie de vous dire aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de questions taboues, il y a aucune honte à avoir, et surtout, il y a souvent des réponses possibles. Donc, de pas rester avec une petite question dans un coin de la tête ou qui pourrait prendre beaucoup de part dans votre qualité de vie et pour lesquelles il y a de plus en plus de réponses qui sont possibles. Ça se calme. Ouais, du coup, on voit que c'est en train de se stabiliser. Donc, on a la notion quand même d'équilibre qui est quand même relativement centrale. On a la question de prise de poids hein, qui apparaît parce que forcément, c'est une période sur laquelle les questions se posent aussi. Donc, charge mentale, on le reverra bien sûr. L'endométriose, je pense que ce sera aussi un petit peu abordé ou pas du tout. Je ne sais pas parce que c'est aussi un item qui est en train de ressortir. La taille des mots, ça veut dire qu'ils ont été. Oui, ça veut dire qu'ils ont été. Ça veut dire que plus ils sont appréciés par les autres, ils ressortent de plus en plus gros. Voilà. Donc, ce qui fait qu'en effet, sexualité, bien-être, hormones, équilibre, ménopause, nutrition, voilà, tout ce qui est au centre, c'est ce qui a été le plus dit. Super. Donc voilà, en effet, la santé des femmes, c'est tout ça. Du coup, en une heure, un peu plus d'une heure, on n'aura pas le temps de tout aborder, mais l'idée, c'est de vous donner quelques clés de lecture et de pouvoir cheminer sur dédramatiser aussi cette période de la ménopause, de faire prendre le point dessus et d'être conscient aussi des réalités. C'est-à-dire sur la santé des femmes, il y a des différences qu'il faut bien avoir en tête parce que quand on les a, ça veut dire qu'on peut commencer à agir dessus. Si on n'en a pas conscience, c'est compliqué d'avoir une action dessus. Caroline, vous voulez que je partage le reste de la présentation ? Oui, on peut. Pour le coup, comme ça, on voit. Normalement, on devrait pouvoir répondre assez facilement sur ces questions-là. Ouais. Ce qu'on s'est proposé de faire en début, c'est de vous donner un cadre générique sur de quoi on parle quand on parle de la santé des femmes, pour qu'on partage un peu les mêmes bases. Alors moi, je l'ai dit, hein, je suis pas médecin, je suis sociologue. Je travaille avec des médecins au quotidien. Et donc, tout l'intérêt, c'était de faire des ponts, justement, entre la sociologie, la santé des femmes, puisque ça a un retentissement sur la santé de notre quotidien. Et donc, qu'on puisse partager des notions de base, entre guillemets, et le fait de se dire que la santé, c'est une ressource nécessaire. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas de vivre pour être en bonne santé, c'est que être en bonne santé, ça permet de bien vivre. Et c'est complètement différent. Et que tout l'enjeu de ce qu'on peut faire au quotidien, c'est de voir comment on peut être en bonne santé pour arriver à essayer de bien vivre après, ce qui est un autre challenge. Donc, je vous ai remis des définitions qui sont habituellement utilisées comme celle de l'Organisation mondiale de la santé, qui définit bien la santé comme complet, c'est parce que c'est de plus en plus discuté, parce que c'est difficile d'être dans un état complet de bien-être physique, mental et social, qui ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. On est bien sur l'idée d'essayer d'y parvenir. Et puis, c'est très subjectif comme notion, puisque ma notion de bien-être va être différente de celle de Manon, de Céliane, de nous tous autour de la table. Et donc, ça va être comment on se fixe, nous, des objectifs de bien-être et comment on essaye de les atteindre. Et c'est ça, l'objectif de santé. Et ce qui a été reprécisé derrière et que je trouve intéressant, c'est ce que je vous ai dit en préambule, c'est-à-dire que la santé, c'est une ressource majeure pour pouvoir accéder à un développement social, économique et individuel, et que c'est une dimension importante de la qualité de vie. Et sans être en bonne santé, c'est quand même difficile d'avoir une bonne qualité de vie. Alors, quand on a dit ça, vous allez me dire, on n'est pas dit grand-chose. Et donc, je vous ai remis, en effet, qu'est-ce qu'on entend aussi comme ressource préalable pour être en bonne santé. C'est-à-dire que, évidemment, c'est beaucoup plus facile d'être en bonne santé quand on a les moyens d'être dans un logement décent, d'avoir des revenus qui permettent d'accéder à une alimentation saine et équilibrée, etc. Et donc, tu as toute une série de ressources qui ont été listées en disant
c'est impossible d'être en bonne santé si on n'a pas déjà un minimum. Et dans le minimum, il y a se loger, accéder à l'éducation, se nourrir convenablement, disposer d'un certain revenu, bénéficier d'un écosystème stable, c'est-à-dire d'avoir autour de soi quelque chose qui est stable. J'entendais ce matin, par exemple, malheureusement, on parlait des familles précarisées qui se retrouvent à la rue. Typiquement, quand vous n'avez pas d'endroit pour dormir avec votre famille, on n'est pas dans un écosystème stable. On ne peut pas prétendre être en bonne santé dans ces situations-là. Compter sur un apport durable de ressources et aussi avoir le droit à une justice sociale et à un traitement équitable, puisque ça, c'est des valeurs qui sont valables pour l'ensemble des pays. En France, on est chanceux sur certaines, on l'est moins sur d'autres. Mais surtout, ça pose déjà le préalable sur est-ce que les femmes et les hommes on a accès aux mêmes ressources. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une différence sur l'accès à l'éducation, au logement, à la nourriture, sur l'apport durable de ressources. Et c'est tout l'enjeu et c'est toute la base des différences entre les hommes et les femmes pour pouvoir accéder à une bonne santé. Je veux bien la suivante, s'il vous plaît. J'espère que je suis aussi clair que possible. N'hésitez pas, si ce n'est pas clair dans le chat, à poser questions avec plaisir. Parce que finalement, pourquoi on s'occupe de la santé des femmes, et notamment en France, on pourrait se dire qu'on est dans un pays plutôt favorisé, qu'il y a des revenus qui sont utiles. Si on s'occupe de la santé des femmes, c'est certes cocorico féminin, on vit 6 ans de plus que ces messieurs, mais malheureusement, c'est pas parce qu'on vit plus longtemps qu'on vit dans de bonnes conditions longtemps. Donc tout l'intérêt, c'est de savoir aussi qu'est-ce qu'on peut faire en termes de qualité de vie. Et là, l'idée, c'est de faire le lien avec ce que je vous avais dit juste avant, c'est-à-dire que quand on parle des conditions préalables pour être en bonne santé, là, on commence à rentrer dans des différences hommes-femmes qui sont assez importantes. C'est-à-dire que malheureusement, en termes de précarité financière, nous ne sommes pas égaux. Les femmes subissent davantage de précarité financière immédiate et à distance. C'est-à-dire qu'elles sont plus victimes de chômage subi. Donc, je ne parle pas de chômage choisi. Non, donc, c'est du temps partiel subi. On sait que les femmes, c'est 4 fois plus de temps partiel que les hommes. Ça veut dire aussi qu'il y a aussi une moins bonne rémunération. C'est-à-dire qu'on l'entend régulièrement, mais on a encore des écarts de salaire qui sont de 16% par rapport aux hommes en moyenne. Ça peut atteindre même les 24%. Donc, si on prend l'ensemble des revenus annuels, donc ça veut dire qu'en termes de précarité financière, on y est. Et on va avoir aussi une pénalisation du fait de la parentalité. C'est-à-dire qu'on sait que d'un point de vue revenu, il y a un espèce de plafond de verre au moment d'être parent. C'est-à-dire que les hommes, les pères et les mères vont être pénalisés en termes d'évolution, mais davantage les femmes. C'est-à-dire qu'on va avoir, par exemple, en termes de revenus, à peu près 6% de différence de revenus entre des parents et des gens qui ne le sont pas en termes de revenus. Et ça atteint les 11% de différence quand on a atteint les femmes. Et quand on a 45 ans, ça continue encore cette différence-là. On a 20% de différence de revenus entre les parents et les non-parents et 25% si on s'attaque à la différence femmes et hommes par an. Donc voilà, c'est une double peine. Être d'un point de vue juste ressources financières, c'est une double peine d'être parent et d'être la mère dans les deux parents. Donc ça induit sur des revenus des différences, et ce qui pose aussi des problèmes après en termes de droits acquis, parce que par exemple en termes de retraite, si vous cotisez pas, vous avez moins de retraite et donc ça fait une précarité aussi dans les âges avancés. On a aussi des femmes, malheureusement c'est un quart des familles monoparentales qui vivent sous le seuil de pauvreté. Et c'est 85% des familles monoparentales dont le chef de famille est une femme. Donc ça, c'est des éléments qui n'ont rien à voir avec, je veux dire, la biologie féminine, mais ça a à voir avec les conditions de vie qui vont avoir un impact majeur en termes d'accès à des conditions de vie pour être en bonne santé. Donc il y a aussi l'isolement qui va intervenir. Les femmes vivent plus longtemps, mais malgré tout, du coup, c'est celles qu'on va retrouver davantage en EHPAD. Ça veut dire aussi qu'elles vont avoir une santé mentale qui va être fragilisée parce que c'est elles qui vont subir davantage de deuil. Quand on regarde en termes de handicap, les femmes sont celles qui vivent davantage avec de durée de handicap et elles vont être davantage souffrir de maladies chroniques. Je n'ai pas le temps de vous détailler tous ces chiffres-là, mais je les ai si des fois c'était quelque chose qui vous intéressait et qui vous passionnait. Et puis sur les violences sexuelles, là évidemment aussi,
on n'est pas égaux et c'est important de pouvoir le redire parce que régulièrement, j'entends « oui, les hommes aussi sont victimes de violences ». On est tout à fait d'accord. L'idée n'est pas de minimiser le phénomène chez les hommes, mais c'est aussi de remettre des proportions. Et que dans les proportions, au niveau des violences sexuelles, les femmes sont 3 fois plus victimes de violences. Elles sont 86% des victimes et 99% des condamnés sont des hommes. Donc là aussi, les phénomènes masculins existent, mais malgré tout, c'est pas du tout un cocorico. Le gros des troupes, c'est les femmes qui subissent les violences sexuelles et leurs conséquences, y compris en termes de santé. On pourra le revoir. Ce sont des choses qui sont très importantes et qui s'installent dans le temps. C'est-à-dire qu'elles ne s'arrêtent pas non plus à 45, 50 ans. C'est les violences, l'impact est majeur tout au long de la vie si malheureusement on les subit trop longtemps. Donc ça aussi, c'est important. C'est important de pouvoir oser déporter plainte, en discuter avec un médecin, avec un soignant. Voilà, c'est ma petite cause à plaider. Mais voilà, quand on sait que c'est qu'une plainte sur 10 et qu'un tiers qui ose aller voir un médecin, 30% qui ont un accompagnement psychologique, il y a vraiment besoin de libérer la parole sur ce sujet-là. Et puis en matière de recours aux soins, on pourrait avoir l'impression que les femmes prennent soin d'elles parce qu'elles ont tendance à prendre soin de leur famille, etc. Or, là aussi, les chiffres ne trompent pas. C'est qu'on a un tiers des femmes, notamment parmi les plus vulnérables, qui vont renoncer aux soins. Et c'est 10% d'écart par rapport aux hommes. Donc, elles vont renoncer davantage que les hommes à se soigner, contrairement à ce qu'on pourrait croire en disant il y a plus de femmes en consultation. Pas forcément. Et en tout cas, elles sont aussi dans celles qui renoncent. En tout cas, tout ça, c'est pour vous brosser très rapidement un petit tableau social et de conditions de vie qui fait qu'il y a un moment quand parfois on entend que les femmes sont plus sujettes pour la dépression et que ça pourrait être hormonal, ça c'est aussi mon petit couplet. Non, elles ne sont pas sujettes à la dépression parce que c'est hormonal, elles sont sujettes à la dépression parce qu'elles ont des conditions de vie qui sont bien plus pourries et qu'elles ne dépriment pas parce que c'est leurs hormones, elles vont déprimer parce que leur vie est réellement plus difficile. Et ça, c'est des choses qui sont aussi en train d'être publiées dans la littérature et qui sont en train d'être diffusées. Mais c'est important de pouvoir leur dire, vu qu'on parle de ménopause, de changement hormonal, c'est aussi important parce qu'on peut entendre ce discours-là. En tout cas, voilà, les femmes vont être malheureusement plus sujettes à des conditions de vie dégradées et qui vont faire qu'elles pourront être en moins bonne santé par leurs conditions de vie. Donc, il y a aussi une action à avoir sur les conditions de vie et pas que la biologie féminine, même si après, on va parler de biologie féminine. Mais pour le coup, c'est ma partie à moi. Et voilà, justement, l'idée, c'est de faire... Oui, c'est ça, c'était parfait. L'idée, c'est justement de pouvoir faire le pont. Là, je vous ai donné le panorama social des conditions de vie des femmes. Il y a évidemment des différences biologiques entre hommes et femmes qu'il faut prendre en compte. Et il faut les boucler avec nos propres représentations et nos caricatures. C'est-à-dire qu'on a tous des stéréotypes et des imaginaires en termes de santé qui font que les femmes, on va être amenées sur certains sujets à payer un tribut parfois un petit peu lourd. Donc, si je peux avoir juste la diapo suivante, je vous ai mis des exemples parce que ça parle beaucoup plus. En quoi, entre guillemets, on est victime un peu des stéréotypes qu'on nous affecte dès la naissance. On demande beaucoup, par exemple, aux hommes d'être virils, d'être résistants au mal, d'être en capacité d'assumer certaines prises de risque, voilà, d'être des hommes costauds et grands et forts. Pour le coup, le fait qu'on leur impose, entre guillemets, cette image-là, ils vont, eux, tarder à aller consulter. Ils vont avoir davantage de comportements à risque parce qu'en effet, ils ont l'impression qu'ils doivent porter le poids du monde tout seuls. Et puis, ils vont avoir tendance à avoir un suivi médical un peu moins régulier. Et ça, on a quasiment tous apporté un peu la responsabilité de ça, puisqu'il faut qu'on autorise les hommes à ne pas être virils, à ne pas être résistants au mal, pour qu'ils puissent s'assumer en tant que personne. Et c'est la même chose pour les femmes. On paye aussi un peu le mythe du sexe faible qui a été construit d'un point de vue médical sur des connaissances fausses qui ont été démontrées par la suite. Mais pour le coup, on parle encore de sexe faible. Et c'est vrai qu'on va attendre des femmes d'être plus en capacité de s'exprimer, vu qu'elles sont d'être plus en capacité d'aller consulter, d'assumer une part de fragilité, d'assumer une part de sensibilité. Et ça aussi, ça peut créer
des différences qui vont intervenir, puisque le fait d'être sensible, d'être fragile, ça impose parfois un certain contrôle de nos corps pour lesquels on n'est pas forcément obligé de l'accepter. Ça nous impose parfois de nous sentir responsables de beaucoup de monde autour de nous, qui fait que la charge mentale dont on parlait tout à l'heure et sur laquelle on reviendra par la suite est aussi une conséquence de cet élément-là, de dire, vu que nous sommes des êtres sensibles, nous devons prendre aussi en considération la souffrance des autres, ce qui est très bien. Il faut juste qu'on ne s'oublie pas au passage. Donc voilà, c'est l'ensemble de cet imaginaire collectif qu'on va avoir tendance à partager, alors avec plus ou moins de différences évidemment, fait que ça va poser après des différences en termes de consultation sur déjà le fait d'aller consulter, le fait de savoir décrire ses symptômes et d'avoir aussi un rapport au corps et un recours aux soins qui va être différent, et y compris chez les soignants. C'est-à-dire que parfois, on a tendance à minimiser que les soignants sont aussi des hommes et des femmes, et donc ils sont aussi piégés parfois dans leurs propres stéréotypes, et ce qui fait qu'on peut avoir des situations d'errance, voire d'erreurs diagnostiques pour les femmes, mais aussi pour les hommes. Voilà, je parlais de dépression tout à l'heure. Par exemple, typiquement, on sait que les hommes sont sous-diagnostiqués en termes de dépression parce qu'on a l'impression que c'est plus un problème de femme qu'un problème d'homme. Et résultat, ils sont moins bien accompagnés sur le sujet. Et donc, je vous ai donné un exemple, c'est qui est quelque chose dont on parle de plus en plus, c'est l'infarctus du myocarde. Vous avez une campagne publicitaire actuellement, que je ne citerai pas le nom de l'assureur qui en fait la publicité, mais où on voit un médecin homme qui fait un infarctus dans son cabinet, et heureusement, Caroline, je vais faire le maître du temps. Ouais. Je vous laisse terminer, bien sûr. Ça marche. Il reste on a cet imaginaire collectif du coup d'un homme d'âge moyen qui est stressé et qui va avoir une douleur à la poitrine et qui va faire un infarctus. Or, pour le coup, pour les femmes, ces symptômes-là existent, mais il existe aussi bien d'autres symptômes. On peut avoir par exemple des nausées, on peut avoir une série de symptômes bien spécifiques qui fait que à ne pas communiquer dessus, les femmes passent à côté. Donc, elles vont avoir un retard à la consultation, et quand elles vont avoir le souhait de pouvoir consulter, elles risquent de se voir objecter par des soignants le fait que c'est la charge mentale, c'est dans la tête et que c'est psychologique. Donc, finalement, elles vont se retrouver dans une double peine. D'avoir un retard sur l'alerte pour elles-mêmes, et d'avoir un retard dans la prise en charge au moment où elles arrivent voir les soignants. Donc, l'intérêt, c'est de pouvoir diffuser ces informations-là pour que ce ne soit pas orienté sur de l'angoisse, mais vraiment comme des symptomatologies cardiaques à prendre en compte. Mais je pense que pour le coup, les médecins en présence pourront largement rebondir sur ce sujet-là. Merci beaucoup, Caroline, pour cette introduction sur le sujet de la santé des femmes très riche. Je pense que c'est vraiment utile de rappeler tous ces éléments. Et je, du coup, me tourne maintenant vers Marie-Ève, que je rappelle, vous êtes médecin généraliste qui accompagnait les femmes également sur leur sujet gynécologie obstétrique et de leur santé au quotidien. Comment, de votre côté, vous percevez cette santé des femmes? Quelles sont les spécificités, notamment physiologiques maintenant, de la santé des femmes, et quels sont leurs parcours de santé et les prises en charge spécifiques à la santé des femmes? Alors, bonjour à tous. Donc, effectivement, la vie des femmes est marquée par un rythme physiologique et hormonal qui lui est propre et qui impose un suivi médical selon les différents âges et différentes phases de vie. Donc, déjà, je vais vous parler des différentes phases physiologiques des femmes. Donc, la puberté qui arrive entre 10 et 13 ans avec l'arrivée des règles, les modifications corporelles, le chamboulement psychologique. Donc, déjà, c'est la première phase qui est assez importante à prendre en compte. Ensuite, la phase d'activité génitale où on va aborder les sujets de contraception. J'ai pas marqué, mais d'infections sexuellement transmissibles. Tout ça, c'est aussi important. Il y a la grossesse. Alors, cette phase de grossesse, généralement, c'est la phase qui est la mieux suivie parce que les femmes, quand elles sont enceintes, elles sont prises en charge forcément le mieux possible. Et il y a ensuite la phase du postpartum qui suit de 1 an environ la phase de grossesse, où là, cette phase, les femmes, elles sont fatiguées, elles ont beaucoup moins de temps, elles s'occupent de leur bébé, donc elles ont tendance à se négliger, mais c'est une phase vraiment importante qu'il ne faut surtout pas négliger. La phase de périménopause, donc qui précède environ 2 ans la ménopause à peu près, avec des manifestations ou pas, c'est-à-dire que soit on s'en rend compte, soit on s'en rend pas compte, avec l'irrégularité des règles, les bouffées de chaleur, les troubles de l'humeur qui peuvent arriver.
mais ce n'est pas forcément obligatoire. Et puis, la phase de ménopause dont vous parlera Pierre-François après. Donc, on parle de ménopause après 1 an d'absence totale de règles. C'est l'arrêt complet du fonctionnement ovarien. Donc, il n'y a plus de règles. Elle arrive entre 45 et 55 ans environ. Voilà. Et ensuite, la phase post-ménopausique, qui est une phase assez longue, en fait, dont on parle très, très peu. Mais on parle surtout toutes les phases d'avant. Mais la phase post-ménopausique, en fait, c'est la phase à partir de la ménopause, donc qui peut débuter à 45 ans jusqu'à la fin de vie. Et cette période de vie, elle ne doit pas du tout être négligée médicalement. Il est très, très important pendant cette période de maintenir la continuité de soins. Ce n'est pas parce qu'on n'a plus de règles, parce qu'on n'a plus de suivi au niveau gynécologique à proprement dit, plus de grossesse qu'on doit plus se faire suivre. Vous pouvez passer la suivante. Donc, je vais vous expliquer les différentes étapes de prise en charge médicale avec les différentes étapes de vie. J'ai essayé d'être assez chronologique pour vous montrer, parce qu'il y a plein de choses à faire et plein de choses qui durent même après la ménopause. Donc, la prise en charge, elle est vraiment indispensable et tout au long de ces étapes de vie. Donc, avant les premiers rapports sexuels, entre 11 et 19 ans, on va déjà commencer à parler de vaccination HPV, donc pour le papillomavirus, human papillomavirus, qui est recommandé, non obligatoire, dont on entend de plus en plus parler. Il y a des campagnes qu'on suivi pour les femmes et pour les garçons. Donc ça, il faut en parler à partir de 11 ans. Le pédiatre peut vous en parler, le médecin généraliste peut vous en parler. On ne va pas forcément voir un gynécologue à partir de 11 ans. Mais il faut vraiment aborder le sujet. Dès les premiers rapports sexuels, mais avant même, si c'est possible, les sujets de la contraception et des infections sexuellement transmissibles doivent être abordés. Normalement, on en parle au collège, au lycée, mais ce n'est pas toujours fait. On voit que dans les collèges et les lycées, selon les endroits, on en parle plus ou moins. Donc ça, c'est un sujet qu'il faut aborder avec son pédiatre, avec le médecin traitant. Le pédiatre, c'est jusqu'à 16-18 ans. Hein. Et puis, parfois, on peut avoir recours au médecin généraliste et au gynécologue. Puis arrive le suivi de grossesse. Alors là, c'est la période où on suit très, très bien. Puis, le suivi du postpartum, donc dans les 1 an qui suivent la grossesse. Alors, ce postpartum, il est très important car il permet à la fois de dépister les problèmes organiques liés après la grossesse, donc les fluides urinaires, les douleurs, les troubles de la sexualité après l'accouchement qui peuvent arriver, mais également au niveau psychologique, il est très important de prendre en charge cette période parce que il y a le lien mère-enfant qu'il ne faut pas négliger, qui est très très important pour ensuite l'évolution de l'enfant. Et les dépressions du postpartum qu'on a aussi tendance à négliger et à oublier parce qu'on se dit on est enceinte, on a eu un bébé, tout va bien et c'est pas toujours le cas. Donc c'est vraiment très important, surtout après les premières grossesses, de s'en occuper. Entre 25 et 65 ans, le dépistage du cancer du col de l'utérus. Alors, il y a des campagnes de dépistage qui sont mises en place par la sécurité sociale, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de femmes qui reçoivent, selon les départements, des petits coupons pour se faire dépister. Et donc, quand on reçoit ce coupon, il ne faut pas le jeter. Il faut aller consulter soit un médecin généraliste qui sait faire les frottis, soit la sage-femme, soit le gynécologue. Donc, c'est important de se faire diagnostiquer et pour traiter les lésions précancéreuses du cancer du col. Puis arrive le dépistage du cancer du sein à partir de 50 ans. Alors là, il y a des dépistages systématisés dans tous les départements. Toutes les femmes à 50 ans reçoivent leur petit papier pour aller faire sa mammographie. Donc, c'est important à 50 ans, mais il est très important de se faire examiner avant, car le dépistage du cancer du sein peut être fait beaucoup plus précocement, surtout quand il y a des antécédents, quand, selon l'examen clinique, parfois on dépiste des cancers du sein bien plus tôt. Il y a le dépistage de cancer de l'ovaire qui, là, c'est après la ménopause. Alors là, il n'y a pas de dépistage systématisé, mais pour diagnostiquer un cancer de l'ovaire, il faut consulter un médecin. Donc, il faut vraiment, après la ménopause, continuer
son suivi médical et gynécologique. C'est pas parce qu'on est ménopausé, c'est pas parce qu'on n'a plus de règles, qu'on ne va plus avoir d'enfants, qu'il ne faut plus aller voir un gynéco, une sage-femme. Même les sages-femmes, elles prennent en charge ça, ou son médecin traitant qui fait de la gynécologie pour lui en parler. Puis arrivent tous les traitements de la ménopause, on va mieux vous parler Pierre-François, avec les traitements hormonaux, les traitements symptomatiques et toute cette ambivalence dans les traitements. Mais il y a plein de choses pour vous aider. Voilà. Merci beaucoup Marie-Ève. Vous l'avez évoqué dans ce parcours de vie de santé des femmes, il y a des étapes charnières. Et effectivement, du coup, aujourd'hui, on va plus particulièrement vous parler de la ménopause qui n'arrive pas en un jour, hein, on l'a dit, qui s'installe progressivement et qui ensuite arrive. Et donc, je vais laisser la parole à Pierre-François. Donc, vous êtes professeur en gynécologie obstétrique. Et est-ce que vous pouvez nous rappeler qu'est-ce que c'est que la ménopause? Quelles en sont ses manifestations? Oui, merci Céliane. Bonjour à toutes et puis tous, si bien sûr on a des représentants masculins. Peut-être la diapo suivante, si vous voulez bien. Voilà. Donc en effet, sur ce webinaire qui a été consacré à la ménopause, et tant Caroline l'a bien situé, hein, puisqu'on est à la fois sur une modification, mais ce n'est pas une fatalité, c'est ça le message, hein, qu'il faut bien comprendre, sur le vécu à titre personnel et aussi autour de sa sphère quotidienne, que ce soit le travail et la vie familiale. Mais globalement, ici, moi, je suis là pour rappeler que franchement, la ménopause n'est pas une maladie en tant que telle. Il faut ne pas le considérer. C'est une barrière, enfin un moment exactement, pas une barrière, mais plutôt un moment, comme j'ai voulu le représenter sur ce petit diagramme là sur votre gauche, où alors oui, c'est concentré sur la fertilité parce que c'est un axe sur lequel, en effet, la vie intime, comme l'a très bien rappelé à l'instant Marie-Ève, en effet, il y a différents moments, hein, là où on a le sentiment des fois aussi qu'il y a une injustice entre hommes et femmes là-dessus. Oui, je vous rassure, mesdames, il y a une andropause qui s'installe aussi chez l'être. Voilà. Mais globalement, en effet, à l'échelle de la physiologie, en tout cas, hein, de la biologie en tant que telle, ça se traduit par naturellement par un épuisement du capital folliculaire ovarien, c'est-à-dire c'est les ovocytes qui sont au niveau des ovaires. Eh bien, il y a un nombre déterminé qui sont là au moment de la naissance de la jeune fille, qui plus tard deviendra femme. Et donc, en effet, au moment de la puberté, tout ça se met en route. Et en effet, il y a une date de début, la puberté, puis il y a une date, en effet, d'épuisement de cette réserve folliculaire. Et donc, les choses viennent à s'installer progressivement. Et quant à la ménopause, il y a une périménopause, comme l'a très bien rappelé Marie-Ève à l'instant, mais quant à la ménopause, la définition qui est mondiale, c'est une absence de règles pendant 1 an. Alors, comme l'a justement rappelé aussi en introduction, 50, 51 ans pour la moyenne au niveau, on va dire, international. Mais ce n'est pas une fin en soi, puisque quand je vous ai précisé sur la droite là-dessus, donc la ménopause n'est pas la fin, mais une évolution physiologique au même titre que la puberté, puisque concrètement, il faut le dire, il reste quand même 35 ans et plus de vie après. Et donc, il faut plutôt voir ça comme une étape, mais véritablement, et diapo suivante, c'est juste une étape finalement de quelque chose qui vient intervenir au niveau du quotidien. Qu'est-ce qui se passe physiquement? On a pu le voir avec Caroline et avec Marie-Ève, l'impact physiologique et au niveau aussi sociétal. Physiquement, eh bien, ce sont en effet, comme je l'ai vu dans le chat, beaucoup de questions, et puis dans le WooClap autour de l'hormone, des hormones, puisqu'elles sont deux, en fait, c'est cette balance œstrogène-progestérone qui vient à s'amoindrir, qui sont fabriquées au niveau des ovaires. Donc, cette balance, et puis des fois, au départ, d'où aussi ce qu'on parle de préménopause, il va y avoir un petit déséquilibre entre cette balance, entre ces deux hormones, et donc se traduit par une absence de règles. Alors ça, voilà, on le sait maintenant, c'est assez connu pour la ménopause, mais il peut y avoir d'autres manifestations de ce retrait hormonal de l'organisme, d'imprégnation hormonale au niveau de l'organisme féminin. On n'est pas obligé d'avoir tous les symptômes, je vous rassure, déjà, c'est la première chose. Et surtout, c'est important, d'où le témoignage hautement important de Caroline aujourd'hui, c'est qu'au niveau ethnique, au niveau des différentes communautés, des différents pays même, la ménopause est vécue totalement différemment d'un endroit à un autre du globe. Globalement, ce qu'on constate, c'est que
s'il persiste un peu d'œstrogène, il y aura encore quelques ballonnements, constipation, signes digestifs. Au niveau neurologique, on peut constater en effet, quand on discute avec les femmes là-dessus, sur le sommeil, le redressement sur le sommeil, avec des insomnies, mais aussi des sueurs nocturnes, de l'anxiété, des maux de tête, et puis aussi au niveau santé intime, au début, on peut avoir une tension mammaire, au début, un peu comme le syndrome prémenstruel, mais qui vient après à diminuer, et puis quand l'absence, la carence en oestrogène et progestérone s'installe, on est sur après une sécheresse aussi gynécologique après quelques années. Et puis, au niveau métabolique, il y a une baisse relative, mais quand même qui est là, du métabolisme de base avec la contrepartie là-dessus, qui, moindre consommation, métabolisme, c'est le fait de consommer tout ce qu'on peut avoir comme apport alimentaire, et donc avec une prise de poids par moindre consommation de cet apport alimentaire et de cette énergie. Et puis, les risques qui apparaissent, alors, on entend parler, Caroline l'a très bien rappelé, en effet, sur les situations du vieillissement du 3e, du 4e âge, avec la perte du capital osseux, l'installation d'une ostéoporose et ce risque de fracture qui va apparaître, de décalcification. Et puis, un point, d'où le diagramme, je voulais vraiment vous faire part aujourd'hui de ce diagramme sur en effet, les causes de mortalité féminine. On le voit bien, la majorité quand même aujourd'hui, ce sont des causes cardiovasculaires. Et en effet, il y a une apparition possible d'hypertension à ce moment-là du retrait des oestrogènes et de la progestérone. Pourquoi ? Parce qu'il y a un épaississement des parois de ce tuyau qu'on appelle les artères, de ces tuyaux qu'on appelle les artères. Et donc, les artères viennent un peu se rigidifier et augmentent le risque, en effet, de complications cardiovasculaires, comme vous pouvez le voir. Alors, diapo suivante. Ah, bon, au niveau, on verra alors un peu plus après, en effet, sur les facteurs de risque et tout ça, mais globalement, retenez en effet pour les causes de mortalité, vous avez ici, et la grande répartition, en effet, des maladies coronaires, des accidents vasculaires cérébraux et des autres complications cardiovasculaires qu'on peut voir sur ce diagramme. Merci beaucoup, Pierre-François. Donc, on en sait plus maintenant sur quelle est la ménopause, sa définition et ses manifestations. Et du coup, on va en reparler avec Marie-Ève pour savoir quels étaient un peu les enjeux autour de cette période et les enjeux dans sa santé au jour le jour. Alors, les enjeux de santé au moment de la ménopause sont primordiaux pour les femmes. Dans la majorité des femmes, dans la majorité des cas, les femmes pensent que ménopause, c'est fin de prise en charge gynécologique, fin de sa vie de femme, fin de sa sexualité. Non, surtout pas. Il est vraiment primordial de libérer la parole en abordant le sujet avec son médecin traitant, son gynécologue, sa sage-femme. Il ne faut pas avoir peur de parler et de dire « je suis ménopausée ». J'ai des symptômes, j'ai des choses qui arrivent, je ne comprends pas ce qui se passe, est-ce que vous pourriez m'aider? Parce qu'on peut vous aider. On parle de la puberté, on parle de la contraception, on va facilement dire je suis enceinte, qu'est-ce que je dois faire? Quand on ne sait pas, il faut pas avoir honte de dire voilà, je suis ménopausée, ça arrive. Voilà. Comme abordé précédemment, à cette période, il y a plein d'examens à faire. Donc, il y a tous les dépistages des cancers gynécologiques, donc la mammographie, il faut continuer à faire des frottis. Comme disait Pierre-François, la surveillance cardiovasculaire est très importante à cette période. La surveillance diabétologique aussi, parce que les problèmes de diabète, ça arrive et c'est assez conjoint à ce moment-là, je ne l'ai pas marqué. Le dépistage et le traitement de l'ostéoporose. L'ostéoporose, donc, c'est la diminution de la densité osseuse. Elle arrive liée à la carence en œstrogène. Donc, à ce moment-là, c'est très important soit de supplémenter, soit de traiter pour éviter les problèmes après, de fracture du col du fémur, de tout ça qui, aussi dans l'espérance de vie, ont une incidence. Et puis, il y a à ce moment-là aussi tous les dépistages autres, comme le dépistage du cancer colorectal, où on reçoit aussi le petit kit à 50 ans. C'est sympa d'avoir 50 ans. Mais voilà, donc il y a plein de choses qui nous rappellent qu'on est ménopausé, que c'est pas très drôle. Mais c'est vraiment c'est aussi pour nous dire qu'il faut continuer à se faire soigner. Je vais parler aussi en tant que médecin généraliste des rappels de vaccination. C'est pas parce qu'on a plus de 50 ans qu'on n'est plus vacciné. Il y a les rappels à 65, 75 ans, diphtérie, tétanos, coqueluche, polio.
plus la stratégie du cocooning. Alors ça, c'est pour toutes les après 50 ans, 60, tout ça, on devient grand-mère. Et on a des petits-enfants. Donc, les petits-enfants, il faut faire le rappel de la coqueluche pour protéger les petits-enfants de nos futurs petits-enfants, voilà, contre la coqueluche. Également, pendant cette période charnière, on peut se faire aider par des suivis paramédicaux et des thérapies alternatives. Aujourd'hui, les paramédicaux et la thérapie alternative fait aussi partie du système de santé. Ça a été beaucoup négligé avant par de nombreux professionnels, mais aujourd'hui, les psychologues, les sexologues, les médecins, il y a des médecins hypnothérapeutes, il y a la sophrologie, il y a la diététicienne, parce qu'effectivement, au moment de la ménopause, on peut prendre du poids, tout ça. Donc, il faut vraiment, tous ces personnels paramédicaux et médecine alternative peuvent nous aider à mieux aborder cette période. Aujourd'hui, il y a beaucoup de cabinets de groupe où il y a des médecins et des professionnels paramédicaux. Donc, en fait, il faut souvent, s'ils sont ensemble, c'est qu'ils ont un but commun et donc, il ne faut pas hésiter à y aller. Donc, parler et libérer la parole permettra de vivre au mieux cette période de vie et il faut en parler dans le couple parce que la ménopause, ce n'est pas qu'un truc de bonne femme, c'est aussi un problème de couple. Parce que il est important que son conjoint sache qu'on est ménopausé, qu'effectivement on peut avoir au niveau de la sexualité ça peut changer, on peut avoir des sécheresses vaginales, des choses comme ça, mais qu'on peut prendre en charge et il est important qu'il l'entende. C'est pas un problème de votre femme qu'il faut régler toute seule dans son coin et il faut pas hésiter à en parler autour de soi. Alors les femmes souvent elles en parlent entre elles, mais il faut en parler, voilà. Pour les praticiens, il y a un enjeu aussi majeur pour les professionnels de santé, c'est de garder le contact avec ces patients pour ne pas qu'ils sortent du système de soins. Moi, je vois beaucoup de patients qui arrivent, des femmes qui n'ont pas été suivies, qui me disent « j'ai été ménopausée, je me suis dit, ça y est, c'est fini, j'ai plus besoin de me faire suivre. » Ben non, c'est vraiment important. Donc, en informant et en communiquant, comme nous le faisons aujourd'hui, il faut vraiment parler autour de soi. Il faut comprendre et expliquer ce qu'est la ménopause pour éviter que ce sujet soit un tabou, ce qui permettra aux patientes de déculpabiliser, de s'accepter, de communiquer avec leur conjoint, avec leur entourage et ensuite pour vivre au mieux cette période sereinement de leur vie. Parce que cette période, elle est longue, comme disait, elle dure presque 40 ans. Et donc, 40 ans, c'est en soi, cette période sans règles, elle est plus importante que la période d'avant. Et il est important pour nous, professionnels de santé, de prendre en charge de façon adaptée et individualisée, car chaque patiente n'aura pas les mêmes symptômes, n'aura pas le même vécu, n'aura pas la même histoire. Et donc, c'est vraiment important de bien s'occuper de ça et de façon indépendante. Voilà. Merci beaucoup, Je ne sais pas s'il y a des questions. Alors, il y a quelques questions. Alors, on parle sur le chat pas mal de ménopause et travail. Alors, là, c'est plus un sujet de communication avec ses collègues, ses managers, qu'un sujet de suivi de santé, mais c'est essentiel. C'est vrai que c'est comme ça un sujet qui est encore tabou et que est-ce qu'on va dire à son manager qu'on est enceinte, parfois même qu'on a des douleurs de règles et qu'on a du mal à venir travailler. Est-ce qu'on va dire qu'on n'est pas bien parce qu'on est ménopausé? C'est encore, ça c'est un sujet qu'il faut, il faut justement en faisant des interventions comme la nôtre, il faut en parler, il faut vraiment que ce soit un sujet, on n'en parle pas en fait, c'est vraiment, c'est un peu la honte d'être ménopausé. Aujourd'hui, les 50 ans d'aujourd'hui, c'était les 40 ans d'avant, comme on dit. Donc, est-ce qu'à 50 ans, on est vieille et on est mamie et on ne doit pas? Je ne crois pas. Voilà, donc il faut vraiment que ce soit un sujet qu'on arrive de plus en plus à aborder, et même au sein du travail. Hein. Après, si on a la chance d'avoir un médecin du travail, on peut peut-être aborder aussi ces sujets. Oui, c'est vrai. Peut-être qu'avec le télétravail aujourd'hui, ça va permettre aux femmes d'être mieux et de pouvoir
plus accepter ça, c'est important. Il y a des entreprises qui s'intéressent au sujet et notamment voilà, pour mettre à disposition plus des femmes de flexibilité dans le travail, télétravail, horaires flexibles, etc., pour gérer des moments où ça peut aller moins bien, et puis des questions d'aération, de climatisation ou de pièces pour les bouffées de chaleur. Exactement. Et puis Marie-Ève aussi, on parle dans le chat, alors c'est Marie-Ève et Pierre-François, hein, sur le comment faire, parce qu'il y a beaucoup de gynécologues qui ne sont peut-être pas forcément à l'écoute, ou en tout cas c'est une sensation qu'ont certaines femmes. Donc peut-être que effectivement on en a parlé, peut-être parler avec différents professionnels de santé de ce sujet. Alors, aujourd'hui, il y a des gynécos, effectivement, enfin, des gynécos, des médecins qui ne sont pas formés forcément à cette ménopause, mais de plus en plus, c'est un sujet, même en médecine générale, il y a beaucoup plus de femmes médecins, femmes médecins généralistes. Et donc, ce sujet, il arrive quand même donc, il y a une formation qui est de plus en plus importante. Les sages-femmes sont aussi formées. Les sages-femmes, c'est pas que la période de grossesse, hein, c'est aussi la contraception. Elles se forment aussi à cette période de ménopause, donc il faut aussi en parler aux sages-femmes. Et puis, ce que je disais, hein, le personnel paramédical, les diététiciennes, les psychologues, les sexologues, il faut un panel Et puis parfois, si on va vers un gynéco-obstétricien qui ne fait que de la grossesse, parfois il ne faut pas hésiter à changer d'intervenant ou d'avoir plusieurs intervenants qui peuvent. Il y a des femmes qui adorent être suivies par le même gynéco toute leur vie, mais parfois aussi de changer, d'avoir un regard nouveau avec quelqu'un d'autre qui vous expliquera autre chose, c'est bien. Donc voilà. Et puis, le bouche à oreille, si on en parle à ses copines, si on en parle à d'autres personnes, elles vous orienteront vers des gens qui connaissent le sujet. Après, comme en médecine, on ne peut pas être bon partout. On ne peut pas tout savoir sur tout. C'est pas parce qu'on est médecin généraliste qu'on sait tout sur tout. Donc, on a des petits sujets où on est plus pointu que d'autres. Il faut aller vers des professionnels qui savent ça. Pour rejoindre un peu ce que disait Marie-Laure, en effet, c'est Marie-Ève, pardon. Petit lapsus. Mais en effet, je pense qu'au niveau formation, il y a quelque chose à faire. Maintenant, il y a une contrainte, et ça qui est un impondérable aujourd'hui, c'est les 3 à 6 mois d'attente pour 20 minutes de consultation. Il est difficile de conjuguer l'ensemble sans le temps de parole dédié. Quand on voit des pratiques du soin dans d'autres pays, je pense à la Belgique, la Suisse, où on peut avoir un temps d'accompagnement pour une prise en charge globale, il y a peut-être un questionnement aussi à avoir des contraintes qui sont appliquées par le système de la consultation en tant que telle. Et c'est pour ça aussi, à titre personnel, et je vous livre ça vraiment aujourd'hui, d'où l'importance de ce genre de webinaire ou même de structures type Barnabé, c'est que moi, en tant que soignant, ça me permet en effet de me dégager de mon temps de pratique du soin, dépister, prendre en charge, soigner en tant que tel, pour accompagner. Et je suis convaincu, en effet, vraiment, il y a un temps à avoir pour chaque chose. Et peut-être que dissocier le temps, en effet, de pratique de l'examen, et là, comme on est en train de le faire, c'est une des solutions. Je ne dis pas que c'est la solution, mais une des solutions. Idéalement, bien sûr, si on pouvait avoir une demi-heure, 3/4 d'heure de consultation, ça serait nettement plus agréable, tant pour le soignant que pour la femme qui vient nous voir. Voilà. Mais en tout cas, ça n'empêche pas qu'on doit avoir un minimum d'empathie, de formation là-dessus. Et oui, avec la féminisation de la profession depuis de nombreuses années maintenant, hein, il suffit de voir les bancs des études de médecine, mais pas que, hein, bien sûr. Voilà. Et sur les soignants, là, vous allez avoir en effet le médecin traitant, le gynécologue obstétricien, la discipline franco-française qui est la gynécologie médicale, et les sages-femmes, bien sûr, aussi j'ai oublié de citer au début, mais bien sûr. Et donc aujourd'hui, on a un panel quand même de soignants qui sont, je pense, voilà, une offre assez conséquente, mais aujourd'hui reste remplir à la demande, et la demande est très importante.
Oui, tout à fait. Merci, merci pour ces réponses à ces questions, en tout cas à ces sujets qui remontent. Et effectivement, je le rappelle que la sage-femme a un acte pour de suivi gynécologique et de suivi de la santé des femmes long terme, et donc pas uniquement autour de la grossesse. Du coup, on va poursuivre le webinaire avec vous, Caroline, avec votre regard de sociologue. Qu'est-ce qui vient chambouler la vie des femmes à l'arrivée de la cinquantaine et de la ménopause, tout autant les manifestations physiques que psychiques? Oui. Eh ben, oui, en effet, on en a parlé en introduction et puis ça avait été sorti dans le nuage de mots. Le premier élément, c'est de se dire que la charge mentale qui incombe aux femmes ne s'amenuise pas. C'est-à-dire que c'est une période où on pourrait dire on va être tranquille parce que les enfants vont commencer par bonheur normalement à être un peu plus émancipés, peut-être plus autonomes et donc voire même à quitter le domicile. Mais c'est pas forcément le cas. Parce que la charge mentale de la santé reste toujours valide. Et quand je vous le disais tout à l'heure, que c'est souvent les femmes qui portent la charge mentale de la famille, au moment de la cinquantaine, c'est aussi le moment où il va y avoir d'autres personnes de l'entourage qui pourront avoir des problèmes de santé, notamment les parents ou des personnes vieillissantes autour de soi. Et la plupart des aidants sont des aidantes. Et que cette charge mentale qui va peut-être s'enlever des enfants qui vont s'autonomiser en matière de santé risque de se déporter sur des proches, voire même aussi sur un conjoint ou une conjointe qui va être vieillissant et qui va avoir des pathologies pour lesquelles on va porter cette charge mentale. Donc pour le coup, ça ne s'arrête pas. Et puis il y a la charge mentale, j'allais dire, qui est induite par la société. C'est que ça se lit en liminaire dans le chat, mais on voit qu'il y a cette injonction à un jeunisme et en tout cas à avoir une conception de la femme qui doit rester active, dynamique et parfaite et qui ne s'arrête pas à 50 ans. C'est-à-dire qu'à 50 ans, on nous demande toujours d'atteindre des idéaux physiques féminins qui sont inatteignables. Et avec les bouleversements hormonaux, ça pose cette question aussi de savoir comment on va garder sa bonne santé quand on a réussi à l'avoir. Et puis, on nous demande toujours d'avoir une vie professionnelle et familiale toujours compatible, y compris quand il peut y avoir cette fonction d'aidante qui va venir se mettre dedans, ce qui fait que à la cinquantaine, malheureusement, la charge mentale ne s'arrête pas. Et c'est aussi une période où, si les enfants partent, il y a le syndrome du nid vide. Donc, c'est une période de bouleversement pour lesquelles il faut se dire c'est une autre période de la vie pour lesquelles il faut retrouver un équilibre. Mais ça veut dire que d'un point de vue santé, c'est une période où on va être beaucoup plus exposé aussi en termes de souffrance psychologique, donc de santé mentale. On peut aussi être exposé à être plus souffrir d'addiction, parce qu'en effet, les addictologues le diront, par exemple, au moment où vous avez le nid vide, des fois on peut se retrouver rechercher un sens. Certes, il peut y avoir des petits-enfants, mais des fois non. Des fois avec le couple, ça rechange un peu la donne et il faut retrouver ses repères. Bref, c'est une période qui est un peu propice pour développer des comportements à risque en matière de santé. Et si on prend la suivante, pour le coup, ça impose de prendre soin de soi d'un point de vue physique et psychique. Et les femmes, même si c'est le sexe faible, ont quand même appris à endurer la douleur, notamment avec l'accouchement, les règles, et on les a en plus fait grandir avec le fait que justement, ça, c'est normal de souffrir. Il faut souffrir pour être belle, il faut souffrir en ayant ses règles, il faut souffrir pour accoucher. Bref, la souffrance serait inhérente au sexe féminin. C'est absolument pas le cas. Et notamment vers la cinquantaine, c'est aussi le moment où, en termes de pénibilité au travail, les conséquences sont particulièrement marquées et elles sont particulièrement sous-estimées. Les femmes ont tendance à peu consulter en termes de souffrance liée à leurs conditions de travail. Or, elles occupent particulièrement des boulots qui sont très, très exposés, comme les métiers de service d'aide à la personne. Mais il n'y a pas que cela, parce qu'on y pense beaucoup. Mais on parle du soin, mais dans le soin, on porte aussi des charges. Les métiers de l'accueil, de l'enseignement, tout ce qui se fait relation de service avec du contact auprès de la personne font que les femmes sont exposées aux risques psychosociaux. Et pour le coup, quand on arrive à la cinquantaine, on peut être fatigué physiquement,
psychiquement. Et c'est important de pouvoir aussi aller chercher de l'aide, y compris d'un point de vue souffrance au travail, physique ou psychique. Et puis voilà, j'ai eu l'occasion de le dire sur le chat, mais oui aussi de dire attention, là, il y a une responsabilité des facteurs de contexte de vie sociale qui fait que quand on a une souffrance psychologique importante, elle peut aussi être corrélée à des conditions économiques et que c'est pas le changement d'hormones qui va entraîner une dépression et que il y a une corrélation avec le niveau socio-économique. Vous avez aussi sur cette période-là, ça me semblait aussi important de pouvoir le partager avec vous parce que c'est assez peu connu. Les femmes, nous sommes malheureusement plus sujettes à être dépendantes plus rapidement et à des doses moins fortes en termes d'alcool et de tabac, ce qui est du pain béni pour les industriels et ce qui n'est pas du tout béni pour notre santé. Donc, je vous ai mis quelques données pour que vous puissiez mesurer en effet l'exposition. Mais par exemple, pour l'alcool, à poids égal et taille égale, parce qu'on va se dire oui, mais c'est parce que les hommes ils sont plus grands, ils sont plus costauds et donc ils vont mieux le gérer. Non, si vous neutralisez cet effet-là, à poids égal et à alcool et égal ingéré, les femmes vont avoir un taux d'alcoolémie 1,2 fois plus fort. Donc, on va avoir 20% d'alcoolémie en plus. Et on a voilà, un risque de mortalité qui va être de 1,5 à 2,5 fois plus fort. Je ne sais pas d'où vient ce petit bruit. Un hélicoptère vient te chercher. C'est ça. C'est pas chez moi. Mais en tout cas, c'est important de l'avoir parce que certes, il y a une augmentation de la consommation chez les jeunes femmes, mais la consommation chez les personnes autour de 50 ans, c'est une consommation un peu plus discrète, un peu plus cachée, un peu plus honteuse. Et il est important de pouvoir aussi se déculpabiliser de ça. C'est-à-dire que biologiquement parlant, c'est beaucoup plus difficile d'arrêter et biologiquement parlant, c'est beaucoup plus facile d'être dépendant sans s'en rendre compte. Et je vais vous donner un exemple pour déculpabiliser, entre guillemets. La chef de service d'Addicto me racontait qu'elle avait une dame qui se retrouvait chef de famille avec 3 enfants. Et en effet, le soir, une fois qu'elle avait fini sa première journée, qu'elle allait devoir entamer la deuxième, elle se prenait un petit verre de Porto pour se donner du courage. Et finalement, sans s'en rendre compte, elle est rentrée dans une situation de dépendance pour lesquelles, si elle n'avait pas eu cet espace de parole pour pouvoir en discuter, elle n'aurait pas pu être accompagnée et être prise en charge et ça aurait pu avoir des effets un peu plus importants parce qu'on est aussi plus sujet à avoir des effets plus forts en termes de tabac et d'alcool et on ne consomme pas pour les mêmes raisons. C'est-à-dire que sur le tabac, les femmes vont avoir tendance à fumer pour réduire le stress alors que les hommes vont fumer beaucoup plus pour une dimension de plaisir avec un marquage fort des conditions sociales, c'est-à-dire plus vos conditions sont dégradées, plus elle a tendance à fumer pour réduire le stress qui va avec, ça paraît logique, c'est pas de culpabiliser la situation. Et en termes d'alcool, voilà, faire une différence parce que entre les jeunes générations chez les femmes et les générations les plus anciennes, c'est pas les mêmes pratiques. Mais dans tous les cas, il faut demander du soutien parce que c'est pas si facile que ça d'arrêter. Et à la période de 50 ans, quand il y a des changements de vie, quand on se pose des questions sur ce qu'on va être, ce qu'on va faire, pour le coup, on va être aussi un peu plus sujet à être exposé à ces risques alcool et tabac. Merci. Je crois que j'ai encore, ouais. Du coup, ça, je vous mettais en garde sur le marketing parce qu'en effet, ils sont très, très forts et que on voit une augmentation très, très forte de consommation, notamment chez les plus jeunes qui montrent que ça marche. Redire que quand on arrête de fumer, il faut se faire accompagner parce qu'il y a beaucoup de femmes qui refusent d'arrêter de fumer parce qu'elles ont peur de prendre du poids et donc arrêter de fumer au moment de la ménopause où on a déjà ce risque de prise de poids, ça peut être la pression d'une double peine. Donc, il faut absolument être accompagné sur le sujet et que voilà, c'est un faux sujet parce que pour le coup, le tabac crée aussi des dérèglements hormonaux qui ont un effet dessus. Et j'avais fait une dernière diapo sur la partie activité physique puisqu'on a parlé de prévention, d'ostéoporose, etc. Là, redire que c'est important pour sa santé mentale, c'est-à-dire que faire de l'activité physique, ça fait du bien. Ça fait du bien de prendre du temps pour soi, que les femmes ont tendance à minimiser ça et à dire si j'ai du temps, je vais préférer le dédier à ma famille, à mon entourage ou au travail et à s'oublier un peu. Donc voilà, de retrouver du temps pour soi pour y compris faire de l'activité physique. Et en termes de prévention d'ostéoporose, de faire des sports avec impact au sol, type
marche, parce que faire du yoga, du pilate, de la piscine, c'est très très bien d'un point de vue cardiovasculaire et il faut vraiment le faire. Mais par contre, parfois, il y a des dames qui ont l'impression que ça pourrait aussi les aider sur la partie ostéoporose. Ça n'est pas le cas. Il faut pouvoir combiner avec un sport, avec avec une activité physique, avec impact au sol. Et voilà. Mon leitmotiv aussi, c'est de dire que les fuites urinaires ne sont pas une fatalité. Ça peut être un frein pour faire de l'activité physique. Il y a quand même beaucoup de choses qui existent. La rééducation périnéale, des fois, on l'envisage qu'au moment de l'accouchement. On n'en parle qu'à ce moment-là. Or, elle est remboursée par l'assurance maladie à tous les âges. Donc, on peut vraiment en avoir, en bénéficier. Et ça permet vraiment après de se redire, en effet, je peux refaire de l'activité physique dans de bonnes conditions. Évidemment que c'est hyper handicapant si on est gêné à ce niveau-là. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à demander soutien là-dessus, puisque voilà, faire de l'activité physique, c'est hyper bien pour sa tête et pour son corps. Voilà. Merci beaucoup, Caroline. Avant de clôturer bientôt tous ces échanges très riches et on a beaucoup de sujets à aborder dans les prochaines semaines, les prochains mois. Rappelons que du coup aujourd'hui c'est la journée mondiale de la ménopause, mais qu'on est aujourd'hui au mois d'octobre et le mois d'octobre c'est Octobre Rose et que le mois précédent c'était le mois de septembre et c'était Septembre Turquoise. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? C'est des mois qui sont dédiés à la prévention des cancers féminins. Et donc, du coup, je relaisse la parole à Pierre-François pour nous en parler. Merci Céliane. Alors, peut-être rappeler déjà aussi en introduction de cette diapo que heureusement qu'il n'y a pas qu'un mois dans l'année pour se consacrer à la prévention, mais que la prévention passe par toute l'année. Penser à soi, et Caroline l'a vraiment très justement rappelé, il faut aménager des temps personnellement pour de l'exercice physique. Il faut aménager du temps aussi pour réfléchir par rapport aux facteurs de risque. Alors certes, il y a des impondérables qui sont l'âge, et je vous ai présenté là sur ces deux petits diagrammes pour montrer en effet l'apparition du cancer du sein, où vous voyez que ce n'est pas forcément à 50 ans, mais ça commence un peu plus tôt. Et autour de soi, on a l'expérience personnelle de chacun va faire qu'on voit de plus en plus de dépistage de cancer du sein aussi avant 50 ans. Et donc, rappeler, comme le disait tout à fait Caroline, attention aux facteurs du risque du tabac, de l'alcool, le stress, la sédentarité. Et voilà. Et donc, il faut continuer. Ce n'est pas parce qu'on arrive, la ménopause, ce n'est pas une fatalité. Ce n'est pas parce qu'on arrive à 50 ans qu'il ne faut pas continuer. Alors, c'est pour nous une date, en effet, de dépistage, d'envoi, comme l'a rappelé Marie-Ève tout à l'heure, à domicile pour se dépister. Mais le dépistage, ça passe déjà par soi, par l'autopalpation, par l'interrogation. Quand je fais ma toilette, tiens, j'ai cet aspect-là qui n'est pas normal. De ne pas hésiter à consulter. Il n'y a pas de tabou à consulter parce qu'on a l'impression de percevoir quelque chose au niveau de la poitrine lorsqu'on s'auto-palpation, lorsqu'on s'auto-examine. Et donc, il ne faut pas hésiter. Et vous le voyez sur cette courbe. Alors oui, il y a ce 50-54 ans, mais ça commence avant, à partir de la quarantaine. Et donc, d'où l'intérêt de continuer le dépistage passé 50 ans. Il y a d'autres choses aussi importantes sur le dépistage, comme le rappelait en effet Céliane sur l'année et pas que sur ces mois turquoise, rose ou autres. C'est l'inquiétude qu'on peut avoir sur la reprise des saignements. Dans le forum, en effet, un témoignage sur la reprise de saignements. Attention à ça. Il peut y avoir, certes, ce qu'on appelle, nous, des règles lune de miel. Les ovaires ne s'arrêtent pas comme un interrupteur en on-off, mais vont peut-être s'estomper et puis reprendre à un moment donné. On suspecte l'alimentation, on suspecte plein de choses en ce moment, mais en tout cas, il y a un constat qui est là. S'il y a une reprise des saignements, une fois que la ménopause est installée, il ne faut pas hésiter à consulter. Consulter son médecin traitant, consulter éventuellement une sage-femme, consulter bien sûr un gynécomède ou un gynéco-obs. Mais l'idée derrière, c'est d'aller faire une échographie en vue d'éliminer un polype ou d'autres choses. 5000 cas par an quand même de dépistage de cancer de l'endomètre, c'est important. Enfin, quelque chose qui est silencieux et pour lequel nous, les premiers, on a beaucoup de mal parce que aussi symptomatique, peu de symptômes, c'est le cancer de l'ovaire qui apparaît un peu plus tard, plus de 10 ans. Quand on regarde l'âge de l'apparition, vous l'avez sur la courbe juste sur la droite de votre écran, à partir de 60 ans et plus. Et donc, un ballonnement ou à l'occasion, en effet, de ces saignements, une échographie permettrait éventuellement peut-être de dépister quelque chose un petit peu mieux. Mais aujourd'hui, on est un peu, en effet, il y a beaucoup de travaux dessus, mais le dépistage systématique du cancer de l'ovaire n'est pas automatique aujourd'hui. Bref, rappelez en tout cas pour cette dernière diapo
que chaque année, des campagnes sont consacrées au dépistage. Un moment dans l'année, ça veut dire aussi à n'importe quel moment de l'année. Et bref, ne pas hésiter à consulter parce que c'est important. Merci. Effectivement, on le rappelle sur cette dernière slide, il n'y a pas de motif idiot. Il est temps de prendre soin de vous. Est-ce que, alors il nous reste peut-être 5 minutes, on peut peut-être prendre une ou deux questions dans le chat pour ceux ou celles qui avaient suivi un petit peu. Moi, de ce que j'ai vu comme questions sur lesquelles on n'a pas forcément répondu, je pense que ce serait important de parler peut-être du traitement de la ménopause, parce que j'ai vu que ça avait discuté pas mal sur est-ce qu'il faut le donner, est-ce qu'il ne faut pas le donner. Je sais qu'il y a quand même beaucoup de discussions sur le sujet, de peut-être refaire un petit point là-dessus. Enfin... Merci, tout à fait. Difficile en 5 minutes de refaire le point dessus parce que il y a eu, alors personnellement, hein, que ce soit quand je consultais en centre de santé ou à l'hôpital, il y a eu beaucoup, il y a 10-15 ans, Marie-Ève vous le dira aussi, hein, il y a 10-15 ans, on a prescrit le traitement substitutif, hormonal de la ménopause, puisque qu'est-ce que le traitement? C'est rajouter quelque chose qui est en train donc de disparaître de l'organisme, qui sont ces hormones, oestrogène et progestérone. Beaucoup d'études sur des milliers, des millions de femmes même. Une question en suspens qui est en effet ce cancer du sein, le risque de cancer du sein, mais en contrepartie aussi la protection sur le cancer du côlon. Une phase d'abstention, il faut dire très clairement les choses, c'est qu'en effet, dans ma pratique, moi, je prescris pratiquement plus, si ce n'est plus du tout, de traitement de la ménopause, ou vraiment quand il y a un risque fracturaire là-dessus. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres facteurs. Le traitement de la ménopause, ce n'est pas un tout. Comme l'a justement rappelé Caroline, il y a une ambiance autour, il y a un mode de vie autour aussi, la sédentarité, le stress, le tabac, l'alcool, qui sont aussi pourvoyeurs de cancer du sein. Et donc, aujourd'hui, ce qu'on retient en tout cas, c'est que, est-ce que dans la trajectoire d'une femme, le cancer du sein, le traitement de la ménopause, j'entends par là, ne fait pas apparaître plus tôt le cancer du sein chez une dame qui aurait eu 5 ans, 10 ans plus tard un cancer du sein? C'est une question qu'on a tous en ce moment. En tout cas, aujourd'hui, les traitements peuvent être prescrits, mais attention, avec une surveillance très, très adéquate. Voilà, un suivi. Peut-être que Marie-Ève, tu auras quelque chose à rajouter dessus. Oui, c'est ça. En fait, on prescrit vraiment déjà la dose minimale efficace, c'est-à-dire qu'on a des traitements, on peut vraiment doser la dose d'œstrogène, parce que c'est des oestrogènes qui sont un peu en cause, toujours associés de la progestérone pour protéger l'utérus, mais vraiment doser et avoir un suivi, pas une fois par an, vraiment un suivi régulier pour réadapter le traitement, pour vraiment donner la dose la moindre, la moins importante. Et ce traitement, aujourd'hui, on était à 10 ans, maintenant on est à 5 ans, donc la donner le moins longtemps possible. Ça peut permettre de passer cette phase un petit peu difficile de bouffée de chaleur, où on n'est vraiment pas bien, mais vraiment, il faut donner la dose minimale efficace pendant le temps le plus court possible. Et puis, vraiment suivre, faire les échos, les mammos, voilà, vraiment un suivi. On ne donne pas ça et on voit sa patiente 2 ans après. Ce n'est pas possible. Et vous l'avez rappelé, Marie-Ève, pour toutes les manifestations de la ménopause et pour certains symptômes, il y a tout un ensemble de professionnels du secteur de la santé qui peuvent accompagner également. Et ça marche bien. Les femmes. Merci à vous. Est-ce qu'on va peut-être faire le petit mot de la fin, chacun son tour? Caroline, est-ce que vous avez un petit mot de la fin à nous partager? Je dirais peut-être un mot du début, dire qu'en effet, voilà, la ménopause, mais je pense que de toutes celles l'ont dit, c'est le début, c'est juste une autre phase, et donc il faut le prendre comme tel, et ça veut dire qu'il faut aussi voilà, prendre conscience de soi et prendre du temps pour soi. C'est-à-dire que si c'est un moment de remise en question, profitez-en pour dire qu'est-ce que je fais aussi pour moi, parce que quand on prend soin de soi, on prend soin des autres. C'est pas toujours facile, mais c'est essentiel en fait. Et puis de changer de professionnel de santé si ça va pas, et si on en a la possibilité, parce que la démographie des fois n'est pas évidente, mais voilà, ça a été dit gentiment. Je peux peut-être moi le dire un peu différemment. On a aussi le droit de pas être satisfait de son professionnel, et c'est la faute de personne, c'est juste comme ça. On peut changer et essayer quelqu'un d'autre, et puis jusqu'à ce qu'on trouve une écoute, celle dont on attend de l'autre côté, quoi. Voilà. Merci Caroline. Honneur aux femmes, on va continuer avec vous, Marie-Ève.
Donc, moi, j'étais très contente de faire ce sujet. Pour moi, enfin, ce qui est aussi important de dire, c'est que la ménopause, c'est pas un tabou, que c'est vraiment une période de transition qui va nous amener vers autre chose. Effectivement, on peut plus avoir de bébé, mais il y a plein d'autres choses à faire. Et puis, ouais, je pense qu'il faut la relation médecin-patient est hyper importante. Et on voit que quand il y a une vraie relation, un vrai accord entre l'un et l'autre, généralement, les femmes, elles vivent mieux leur ménopause, mais comme on vit mieux tout, donc le contact est très important. Merci, Marie-Ève. Pierre-François, est-ce que Oui, tu as un petit mot de la fin? merci Céliane, merci à Barnabé d'avoir été sollicité pour ça, parce que moi-même, je peux exprimer ici une certaine frustration de ne pas avoir le temps en consultation de pouvoir échanger avec les patientes et les femmes en général, comme on est en train de le faire là. Donc, ce sont des moments que je trouve vraiment précieux. Je suis vraiment très agréablement surpris de la discussion qu'on peut avoir. J'espère être encore plus à l'écoute dans ce genre de webinar où on a il y a un dépistage, mais aussi un temps d'écoute et de parole qu'il faut avoir, puisque la ménopause, c'est vraiment une étape dans la vie, mais ce n'est pas une fatalité, surtout ce n'est pas une maladie. Donc donc il faut prendre du temps pour soi, comme l'a rappelé Caroline, et puis continuer sa vie, et voilà. J'en profite du coup pour remercier toutes les participants et les participantes présentes et présents. Et puis vous trois, Marie-Ève, Pierre-François et Caroline, on était vraiment très très heureux de vous recevoir aujourd'hui et de vous entendre sur ces sujets. J'ai remis le lien sur le chat du site Santé des femmes. N'hésitez pas à nous suivre. On est également sur Instagram et sur Facebook. Il y aura d'autres événements qui vont venir. On va essayer de traiter un maximum de sujets pour vous, à la fois vous informer, vous orienter et vous accompagner autour de la ménopause et des sujets de santé à partir de la ménopause. Merci beaucoup. Et puis, je vous souhaite du coup une très bonne journée à tous. Et puis, merci à Manon qui a orchestré également tout ça d'une main de maître. Bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir.